Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, la météo, il a beaucoup plu ce mois de mai. Mars et avril, 2 mois secs sont ainsi compensés. En 3 jours, il est par exemple tombé ce qu'il tombe en 1 mois. Où en est-on du projet de l'îlot Vinci à Tours? Propriétaires et commerçants se disent dans le flou total. Il devait être exproprié pour laisser place à une tour, mais le projet avait été gelé par l'ancienne municipalité aujourd'hui et il est au point mort, ce projet. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec Orlan, cette artiste plasticienne qui s'est fait connaître dans les années 90 en se défigurant par la chirurgie esthétique. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours lors d'un passage à Tours. Mais on ouvre ce journal avec les chiffres du chômage au mois d'avril et la situation du marché du travail ne s'arrange pas. Plus 0,4% de chômeurs de catégorie A en plus en France, plus 0,3% en région centre. Cela, 125 000 personnes sont ainsi inscrites à Pôle emploi en catégorie A, plus 0,1% en Loir-et-Cher et plus 1,1% en Indre-et-Loire. Chiffres donc par rapport à ceux de mars. Dans l'actualité également ce soir, malheureusement la météo, ce mois de mai a été très pluvieux, faisant oublier le temps exceptionnel de mars et avril. Ces derniers jours, en 3 jours, il est tombé ce qu'il tombe habituellement en 1 mois. Direction les jardins ouvriers près du quartier des Deux Lions à Tours. Aurélie Renaud, Nicolas Lavrieux. Christian a passé son enfance sur une exploitation agricole, alors les problèmes d'intempéries et de récolte ne le stressent pas vraiment. Sur sa petite parcelle, dans les jardins ouvriers, tous les légumes ont été plantés bien sûr, mais la saison a du mal à démarrer. Et ces 2 dernières semaines de pluie ont tendance à freiner la pousse. Moi je bine pour aérer un peu la terre pour que l'eau s'évacue un peu plus vite. Et puis que le soleil il tape un peu plus sur les récoltes. Là il va falloir qu'on regarde au niveau des doryphores pour les pommes de terre et puis les tomates au niveau du medium, quoi. Et après, ça va suivre son cours. Chez Marcel, 2 allées plus loin, on reste optimiste. Certes, lui qui s'est absenté durant 3 jours a dû passer plusieurs heures à nettoyer son jardin, la pluie ayant largement aidé les mauvaises herbes à s'installer. Mais Marcel le sait, la météo, il faut faire avec. La pluie pour les haricots, c'est pas très bon parce qu'il n'arrive pas à lever. Je vous parle des haricots verts qui ne poussent pas, les mi-secs non plus, mais bon, il n'y a encore rien de perdu. Je pense que la récolte va se faire, la saison se fera, il n'y a aucun problème, je ne pense pas. Pour le moment, le mildiou n'attaque que les rosiers, mais cette maladie, qui aime particulièrement l'humidité, risque de se propager, car la terre, elle, n'arrive pas à sécher. Qu'on a fait en 2 jours, entre pratiquement 1 mois de précipitations par endroit. En particulier lundi, où on a quand même connu quelques bons cumuls par endroit. Donc c'est vrai que là, actuellement, sur le département, on a des cumuls depuis le début du mois qui oscillent entre 70 et 125 mm par endroit. Avec des températures qui n'excèdent pas 18 degrés, on est aujourd'hui en Touraine 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Ce long week-end devrait connaître une accalmie côté averse, notamment dimanche, mais le vent frais du nord-est vous fera certainement rallumer votre chauffage. Eh bien, c'est sympa tout ça. Lundi soir, François Hollande annonçait une accélération du calendrier de la réforme territoriale. Le Conseil des ministres de mercredi prochain pourrait être saisi d'un projet de loi, mais aussi d'une nouvelle carte des régions. Conséquence, ça se bouscule du côté des régions. Dans une semaine, on pourrait potentiellement connaître le nouveau schéma régional. Pour la région centre, on l'a dit, 2 possibilités, fusion avec les Pays de la Loire ou bien, comme vous le voyez sur cette image, avec l'Auvergne et le Limousin. François Bonneau, le président de la région Centre, se fait plus offensif aujourd'hui. La fusion doit se faire à l'ouest avec les Pays de la Loire, selon lui, l'axe ligérien faisant l'unité. Il dénonce au passage les querelles politiciennes qui pourraient détourner des vrais enjeux. Entendez par là le rôle joué par Ségolène Royal qui souhaite dorénavant associer le Poitou-Charentes avec les Pays de la Loire. François Bonneau dit être soutenu par nombre d'élus locaux. C'est le cas de Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Lui aussi souhaite un rapprochement avec le Grand Ouest. On l'écoute. Il ne s'agit pas de dire finalement tel élu national va peser effectivement dans des rapprochements qui ne sont pas toujours dans une logique territoriale et économique. Nous voulons dire aujourd'hui en région centre que l'évolution de notre territoire, nous le voyons à travers, et je pense que c'est à la fois naturel mais aussi culturel, à travers l'axe ligérien. C'est là où nous avons fondé nos politiques. En matière touristique,
Hier, nous travaillons avec le Loir-et-Cher sur le développement touristique et les collaborations que nous pouvons mener ensemble. Dans le cadre de l'université, avec Le Mans, avec Angers. Propos recueillis par Sabrina Meloult. À Tours, quel avenir pour l'îlot Vinci, ce pâté de maison situé à côté de la gare et qui était voué à être détruit pour faire place à une nouvelle tour. Le projet a finalement été stoppé par l'ancienne majorité et aujourd'hui, c'est le flou total. Commerçants et propriétaires de cet îlot montent au créneau. Romain Delville. Darius Gana est propriétaire d'un immeuble rue Blaise Pascal, en fait sur l'îlot Vinci. Ce gérant en immobilier se met en porte-parole des quelques propriétaires et des commerçants sur l'îlot pour dénoncer le flou dans lequel ils sont plongés depuis que le projet de la tour a été dénoncé par la précédente municipalité. Pas de perspective, pas d'investissement possible pour des propriétaires désappointés. Ils sont un petit peu, si vous voulez, dégoûtés de voir l'incompétence et puis ils sont ignorés, si vous voulez, par la mairie, par l'ex-maire de Tours et aujourd'hui par le nouveau maire de Tours. On les a tous écrit une lettre recommandée accusée de réception, on n'a toujours pas de réponse. Et ça, je trouve ça désolant que même le nouveau maire puisse réagir comme ça, de faire l'autruche. Je suis désolé de le dire. Et voilà, le jour d'aujourd'hui, on voulait une réponse. Est-ce que le projet de M. Germain, ça se tient pas? Ça ne tient pas, selon la nouvelle majorité. Serge Babary concède avoir découvert le dossier il y a peu, a reçu les nombreux accusés de réception des différents propriétaires, mais pas question de faire une déclaration d'utilité publique qui mènerait à des expropriations. Il y a un projet sur l'îlot lui-même qui était porté par Bouygues Immobilier. À l'heure qu'il est, le projet n'a pas eu d'aboutissement puisqu'il était question d'une tour avec un hôtel, puis après d'une tour avec une auberge de jeunesse, puis des habitations, etc. Donc tout ça a tourné un petit peu en rond et à l'heure qu'il est, il n'y a pas de projet particulier. Donc statu quo. Le grand souci pour les commerçants de l'îlot, c'est le plan de circulation prévu à l'origine qui les isole des grands passages voisins et fait de cet îlot Vinci un îlot enclavé. Une nouvelle convention, elle concerne la justice des mineurs et plus précisément la défense des mineurs. Cette convention a été signée entre les magistrats du tribunal de grande instance de Tours et le bâtonnier, maître Bardon. L'objet est qu'un mineur soit suivi par le même avocat pour toutes les affaires le concernant, pénales ou mesures d'assistance éducative. 50 avocats tourangeaux ont choisi d'être formés et de se spécialiser dans la défense des mineurs. On a protocolisé le fait que pour un seul mineur, il y aura dorénavant un seul avocat, quel que soit le nombre de procédures dont le mineur ferait l'objet, aussi bien au pénal qu'au civil. Ce que l'on met en place ensuite avec les mineurs, c'est le suivi, c'est-à-dire des rencontres régulières avec le même interlocuteur qui permet aux mineurs de ne pas avoir cette impression désagréable d'être passé de main en main dans le cadre du processus judiciaire. Un propos recueilli par Audrey Champigny. Un rendez-vous, il aura lieu du 1er au 8 juin. Il s'agit de la semaine des rivières. C'est l'occasion de découvrir les actions de la région Centre, par exemple, en faveur de la protection des espaces verts et de la faune piscicole. Il faut savoir qu'une directive européenne impose une continuité écologique du côté des cours d'eau. Exemple, sur la Brenne, un petit barrage a été détruit pour permettre le passage des poissons. À côté de feu le barrage, un magnifique moulin, le moulin de Bacchus. Anaïs Michaud. Au cours des 50 dernières années, la morphologie de nos rivières a été complètement bouleversée. Elles ont été creusées, élargies ou encore redressées, des transformations qui ne sont pas sans conséquences sur la faune et la flore. Ce que nous faisons, notamment ici, c'est récupérer ce qu'on appelle de la continuité écologique, c'est-à-dire le passage normal des sédiments, une vie normale de la rivière et une vie normale de toute la faune qui est à l'intérieur, qui a besoin de pouvoir se déplacer sans être dans des espaces cloisonnés les uns les autres. Les espaces cloisonnés en biodiversité, c'est toujours mortel. Ici, au moulin de Bacchus, sur la Brenne, il fallait détruire le seuil du moulin, un barrage d'1,30 m. La première opération a consisté à détruire l'ancien déversoir du moulin, donc une structure maçonnée, verticale. Donc en la détruisant, on a après ensuite dû travailler à sec pour pouvoir maçonner en fait la rampe qu'on a recréée. Et ensuite, on a travaillé sur 2 seuils qui sont en aval pour adoucir en fait la chute d'eau au niveau de l'ancien ouvrage. 3 petites chutes en enrochement pour rétablir la libre circulation des poissons et des sédiments, tout en prenant en compte les contraintes patrimoniales et touristiques.
Ici, les techniciens de rivière se sont attachés à maintenir le cours d'eau qui alimentait le moulin, conserver le bruit de l'eau qui permet de couvrir celui du TGV qui passe à proximité et réaménager les berges de la rivière mises à nu par les travaux. En tout, une 50aine de rénovations de ce type devraient être réalisées en région centre d'ici 2021. Pour terminer ce journal, une rencontre avec l'artiste plasticienne Orlan. Elle était à Tours dans le cadre d'un séminaire sur la chirurgie esthétique. Elle est intervenue face à des chirurgiens. La chirurgie esthétique, son combat. Elle était devenue célèbre dans les années 90 à cause de ses opérations qui avaient pour objectif de l'enlaidir. Elle voulait démontrer qu'on pouvait disposer de son corps librement et ne pas être esclave de la nature. Portrait signé Audrey Champigny. Artiste française aux multiples facettes, Orlan devient célèbre dans les années 90 par ses performances chirurgicales. Elle veut montrer qu'il est possible de disposer de son corps en toute liberté et d'aller à l'encontre des dictats esthétiques de la société. J'ai fait tout ça en fait pour mettre de la figure sur mon visage, donc de la représentation. C'est-à-dire que moi personnellement, je n'avais pas envie de faire spécialement des opérations chirurgicales performantes. J'aimais beaucoup mon corps et mon visage. C'était l'idée de remettre en jeu cette image. Et pour faire une nouvelle image, pour m'inventer moi-même, pour me sculpter moi-même, et bien sûr faire quelque chose contre la nature. Une nature qu'elle prend très vite à contre-pied grâce à la chirurgie plastique, qu'elle va utiliser pour transformer son visage. Au cours des 9 interventions chirurgicales entre 1990 et 1993, elle réalise, selon sa propre expression, son autoportrait. J'ai fait mettre ces 2 implants qui sont d'habitude des implants utilisés pour les pommettes et que j'ai fait déplacer en demandant à ma chirurgienne de faire c'était à New York, un geste opératoire qu'elle n'avait pas fait, qui n'était pas censé apporter de la beauté. Donc effectivement, si on me décrit et qu'on ne me voit pas, on peut penser que je suis un monstre. Si on dit c'est une femme qui a 2 bosses sur les tempes, et si on me voit, on peut avoir un avis un peu différent. Son corps devient ainsi une œuvre d'art et son travail mondialement médiatisé, notamment à cause du bloc opératoire qui se transforme en atelier d'artistes. Les chirurgiens et infirmières sont habillés en Paco Rabanne et Orlan elle-même orchestre l'intervention en lisant des textes, en dialoguant avec le public ou bien encore en réalisant des dessins utilisant son propre sang. Je pense en tout cas que c'est pionnier et très très différent et que ça secouait beaucoup de choses puisque on se retrouve en 2014 et que je n'ai pas fait d'opération chirurgicale depuis 1993 et que j'ai fait beaucoup d'œuvres et dans des grands musées et qu'on me parle toujours de ces opérations chirurgicales. Donc je pense que j'ai touché un nerf, que j'ai fait quelque chose qui a été extrêmement médiatisé. Et médiatisé, Orlan l'est encore aujourd'hui grâce à ses nombreux travaux de sculptures et de photos exposés à travers le monde entier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite en compagnie de l'adjoint au maire de Tours en charge de la sécurité. Il s'agit d'Olivier Le Breton.